to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Il va falloir le défendre, hein, Andrew Dominique, mon cher Valérian. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ce cinéaste, hein, Il est finalement. particulier. Ouais, mais moi aussi en y réfléchissant. En même temps, il y a des trucs qui me touchent, mais on va y revenir. Mais je pense que c'est un cinéaste un peu double dans la manière dont le spectateur peut le percevoir. C'est-à-dire que je trouve que son dispositif, qui se ressemble beaucoup de film en film, fonctionne avec certains personnages et certains événements, et pas avec d'autres. Typiquement, je trouve que ça fonctionne très bien avec les gangsters. Je trouve pas que ça fonctionne, par exemple, avec Marilyn Monroe. Et je sors de Halloween Ends. Alors, vous me demanderez pourquoi je vous cite ce film. Mais parce que je trouve que dans le cinéma de Gordon Green, à l'instar de celui de Dominique, on a des cinéastes américains qui font partie de cette génération postmoderne qui, comment dire, a vraiment émergé au courant des années 90 et qui n'arrive pas à se libérer de ses pairs, qui est obligé d'exister en les citant, en reprenant des motifs, des images, des mythes, et de créer une histoire autour de ces mythes. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont tellement essorés, ces mythes, ces images, qu'à la fin, il n'y a plus rien qui en ressort. On a perdu l'essence de l'image originelle. Et ce qui se pose aujourd'hui comme problème avec tout ce cinéma-là, et donc avec Green et Dominique peut-être, c'est que les symboles dépassent les cinéastes et qu'ils n'arrivent pas à en contrôler le sens. Et c'est ce que je disais à Valérian en off, notamment dans Blonde, on a ces images de fœtus, de futurs bébés, je me dis entre guillemets, de Marilyn Monroe ou Norma Jean, à qui on donne une voix. Et aujourd'hui, quand on fait ça aux États-Unis, avec le contexte actuel et tout ce qu'il y a eu de polémiques et de revendications politiques autour de l'avortement, bien, je trouve que ça en devient problématique parfois. Et je trouve que ça revient plusieurs fois au cours de son cinéma, mais que, on va dire, ses scories n'arrivent qu'avec certains types de personnages, je trouve. Et que ça fonctionne par exemple très bien dans Chopper, parce il aborde toujours ses personnages avec beaucoup de mystère. C'est-à-dire qu'il ne veut jamais. En même temps, il cherche à déconstruire l'image, à démythifier, à rentrer dans le vif. Mais en même temps, comme on va y revenir et comme le dit si bien Nick Cave, les personnages, enfin les hommes avec un grand H, n'ont pas une identité. En gros, ce sont des fragments qui, lorsque l'on croit les avoir attrapés, lorsqu'on pense avoir capté cette essence, eh bien, elle se transforme, elle prend une autre forme. Et c'est pour ça que l'approche de Dominique, je trouve, fonctionne bien dans Chopper, parce qu'il ne cherche pas à capturer cette essence, mais plutôt à montrer le personnage dans tout ce qu'il est de comment dire, d'inattrapable, d'impalpable, c'est le mot que je cherchais. Et je trouve que ça fonctionne pas, par exemple, avec Marilyn Monroe. Mais qu'est-ce qui serait inattrapable? C'est plutôt la, comment dire, pardon, excusez-moi, j'ai éteint mon téléphone. Hop. D'inattrapable, j'entends la psychologie. Pourquoi on est amené à faire des choses et pourquoi pas d'autres? Pourquoi on fait ce choix et pas un autre? C'est en ça que j'entends impalpable. C'est-à-dire, en gros, les pensées, d'où viennent les pensées et pourquoi avons-nous ces pensées-là? Et je trouve que dans Chopper, il n'essaye pas de psychologiser le personnage. On a le personnage dans toutes ses facettes et en tout cas, c'est l'impression que me donne le film, c'est qu'il n'y a pas une envie de dire
de donner des motivations aux personnages. Peut-être que la problématique que tu évoques est, je suppose, je n'ai pas lu, de base dans le livre dont est issue Blonde. Peut-être que l'autrice, pardon, s'est confrontée à ce même problème et n'a peut-être pas su le résoudre. Et puisque lui, semble-t-il, voulait faire une adaptation fidèle, ou en tout cas rester fidèle au mouvement et à l'essence, tu parlais d'essence du livre, bah, il s'est retrouvé dans les mêmes cas de figure que l'autrice. Je peux pas, enfin, je pourrais pas argumenter davantage par rapport au livre, je ne l'ai pas lu, mais puisque c'est une adaptation, semble-t-il, d'après lui, dans le même mouvement que le livre, peut-être que l'autrice, quand on lit le livre, on arrive au même cas de figure. Après, j'ai discuté avec Marine de la chaîne des Gardiens du Cinéma qui a elle-même fait une vidéo sur le film. Et elle me disait qu'au contraire, parce qu'elle elle a lu le livre, c'est un de ses livres préférés, elle le connaît très bien, et que c'est un livre qui justement rentre dans la psyché de Marine, et c'est ce qui en fait un peu le goût du livre, parce que justement derrière tout Marilyn, il n'y a entre guillemets que l'image, on connaît plein d'événements, plein de situations, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. Et elle, l'autrice, a justement pris le parti pris de montrer ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et c'est vrai que dans Blonde, on ne voit qu'un personnage qui souffre, qui est fragile, et à très peu de reprises, un personnage qui comment dire, c'est comment dire, on est plus dans un fantasme que dans une incarnation, si tu vois ce que je veux dire, Valérian. On est plus en train de revisiter l'image que de revisiter l'humain derrière l'image. C'est ça un peu son approche à Dominique, et c'est pour ça que j'aime autant son premier documentaire sur Nick Cave, parce que je trouve qu'il s'affranchit vraiment de ça, et que justement on est dans l'humain avec ce documentaire, alors que dans les autres on tend à ça, mais on reste toujours à la surface. Mais cette vision fantastique. Moi j'ai eu cette impression vraiment pour le deuxième. Là, le deuxième doc sur Nick Cave. C'est-à-dire ça avait l'air d'être plus... il y avait moins de moments... Enfin, je vais être un peu plus clair. Le deuxième documentaire me semblait être beaucoup plus une sorte de concert privé filmé et presque uniquement de ça. Moins ce qu'il y a autour, moins de questions esthétiques, moins de profondeur sur ce qu'il ressentait. Alors, il y a quelques moments qui sont intéressants, hein, mais ce n'est pas, ça ne crée pas de fondement comme le premier. Le premier, on commence tout de suite avec la personne qui est dans la voiture et qui se pose des questions, qui répond. On s'inclut directement dans la mise en scène puisque Andrew Dominic apparaît lui-même à l'écran. Et puis il y a ce problème de caméra 3D aussi qu'il n'arrive pas à fixer. C'est ça, on lui demande de refaire des prises. Enfin, il y a quelque chose où on fait un peu éclater ce qu'on imagine être un documentaire. Et dans le deuxième, c'est comme si ça roulait un petit peu tout seul sans se poser plus de questions. C'était peut-être le but de ne pas être aussi punk avec les images que dans le premier. Mais c'est peut-être ce qui manque pour qu'il soit mémorable au final. Il y a moins de bricolage. Ce n'est pas ça, mais il y a moins de surprises dans ce qu'on nous raconte et dans la façon dont on le montre. Mais la vision fantasmée dont tu parles, c'est pas un peu aussi son comment dirais-je son credo. Oui. Oui, je suis d'accord. Moi, en fait, j'ai un gros souci avec Andrew Dominic, c'est que je n'arrive pas, à part le documentaire, encore que le premier, hein, mais à part les... Je n'arrive pas, en fait, à lui trouver... En fait, je trouve que c'est un fainéant.
si je devais résumer assez grossièrement le truc. Je trouve que c'est un fainéant parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours de très bonnes idées de départ. Et son idée la plus intéressante, enfin, c'est pas une idée, mais en tout cas, son point de départ le plus intéressant, c'est donc effectivement de comprendre un peu cette histoire américaine à travers ses mythes. Et je trouve ça assez passionnant. Et donc, et je trouve que à chaque fois qu'il essaye de faire un film, il part, ses intentions, on les voit, elles s'affichent clairement dès les premières minutes du film. Et les intentions disent quoi? Disent, on va parler de l'Amérique, on va parler de ses mythes, on va essayer de déconstruire ses mythes, mais on va essayer de ne pas faire comme tout le monde. Donc, pour ne pas faire comme tout le monde, on va essayer de trouver toujours à chaque fois quelque chose de l'ordre de la perfection. Et parfois, quand on veut aller contre ce qui a déjà été fait ou pensé, parfois on finit par être aussi un peu maladroit. Et ce qu'on a pu trouver comme assez audacieux dans sa mise en scène, par exemple, dans le film je ne parle pas de Blonde pour le coup, mais dans le film avec le western avec Brad Pitt sur l'assassinat de Jesse James par le lâche, c'est Robert Ford. C'est Robert Ford. Donc cette espèce d'esthétique très très impressionnante, ce travail sur le temps, donc sur le ralenti, cette espèce de nonchalance comme ça qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au sein même du western. Donc les codes du western sont pratiquement malmenés, voire même complètement déconstruits. Mais moi, j'y vois finalement pas grand-chose dans tout ça. C'est-à-dire que je n'y vois pas un point de vue, mais un point de vue qui me donnerait une idée du cinéma que voudrait faire Andrew Dominik. Quand je regarde le film western, je vois beaucoup plus un travail du chef opérateur que de lui-même. Quand je vois Kogan, je vois plus une espèce de travail un peu discursif sur le scénario que ce que voudrait utiliser du matériau cinématographique entre 2000. Blonde, pour moi, c'est un film qui essaye de dire je vais parler d'un personnage mythique, je vais faire un chant contre chant entre je l'avais noté ça, entre ce qu'elle est et ce qu'elle et ce qu'elle doit être. Donc, c'est-à-dire quand elle se regarde, par exemple, dans cette salle de cinéma, quand elle se voit chez Hawks et qu'on la voit, elle, qui dit « ce n'est pas moi, ça pourrait être extraordinaire, ça pourrait être très beau, mais à chaque fois, il se permet ensuite d'alourdir ses propos. La séquence de la fellation avec Kennedy, c'est très lourd parce qu'à chaque fois, il y a un plan de trop. J'ai l'impression qu'il ne sait pas s'arrêter quand il faut, Dominik, quand il installe un plan, quand il installe une durée. À chaque fois, il est obligé de surdramatiser, de surexagérer. Et donc, à un moment, il devient lourd parce qu'il en fait toujours trop. Et c'est ça qui moi, et j'arrive pas du tout à voir vraiment chez lui ses idées de cinéma. Tu cites David Gordon Green. Bon, il y a des idées de cinéma. Elles ne fonctionnent pas pour moi, mais il y en a. Il y a des choses. On pourrait citer d'autres cinéastes comme comment il s'appelle ce cinéaste qui a fait Amsterdam, Russell, je crois, David Russell. Voilà. Il y a des choses, ça fonctionne plus ou moins chez moi, mais il y a des choses. Lui, je ne vois pas ça. Je vois quelqu'un, en fait, ce sont des films maniérés, c'est du maniérisme, et il fait des, voilà. Je pourrais même reprendre ce terme-là pour lui donner un autre sens, je dirais, il fait des manières. Son cinéma fait des manières. Mais à un moment, moi, je n'arrive pas vraiment à voir ce qu'il veut de tout ça. Et j'ai beaucoup de mal. C'est assez rare que j'ai un rapport comme ça avec un cinéaste, mais celui-ci. Et puis je pense que je crois qu'il n'a pas besoin de cinéma en fait pour raconter des histoires. Je crois qu'il peut faire autre chose. Et je pense qu'il peut faire peut-être même de la radio, écrire. Enfin, je n'arrive pas à voir le fait qu'il ait besoin pleinement de cinéma pour ça. Parce que quand on parle de ces films comme le second, on a beaucoup parlé surtout du visuel. Mais le visuel, je suis désolé, c'est chef-op. Et on sent qu'il y a un travail de chef-op. On sent que même le travail de chef-op est distant de ce qui l'entoure, de ce qui est mis en scène. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce cinéaste. Et c'est pour ça que je suis très intrigué et impatient d'entendre Valérian nous parler de... Parce qu'il faut savoir que
c'est plus une suggestion de Valérian. Et moi, ça m'intéresse vraiment. Mais non, mais je le dis vraiment sans ironie, sans quoi que ce soit. Oui, je sais. En fait, c'est rare de me retrouver dans ce genre de situation face à un cinéaste. Je rejette violemment son travail, en fait. Je n'arrive pas à oui, pour moi, c'est un fainéant. C'est pas un escroc, mais bon, j'ai pas. Encore que le premier, son documentaire, il est intéressant. Alors, il est intéressant peut-être parce qu'il est en fait beaucoup plus à l'aise finalement et paradoxalement quand il s'attarde pas sur quelque chose qui aurait existé et comment je vais faire en sorte que ce personnage existe dans mes plans. Là, il a en face de lui Nick Cave qui existe, qui est encore là, qui est du réel, et je pense qu'il est plus à l'aise avec le réel. Il dit beaucoup plus de choses quand il est frontal, à mon avis. Je sais pas, c'est comme si finalement il s'était trompé peut-être de registre, peut-être qu'il serait plus à l'aise dans le documentaire, encore que dans la fiction. Je ne sais pas. Moi, pour moi, c'est un supplice de voir ces films. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ça, avec cette manière de faire. Ah bah oui, pour une fois que je suis agressive, pour une fois que je suis radical, c'est assez rare, mais ça m'a pas. La dernière fois que j'avais été assez énervé, c'était contre le film de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood. J'avais trouvé ça, et bon, après, mais là, celui-là, non, Andrew Dominik, je sais pas, j'ai beaucoup de. J'y arrive pas. Quand tu parles de lourdeur, moi, ça m'évoque la scène dans Kogan quand quand la voiture arrive à la hauteur de celle de Ray Liotta et qu'il tire avec son, je sais plus si c'est un flingue ou un fusil. Je crois que c'est un pistolet. Et tu as toute une série de ralentis qui n'étaient pas forcément les bienvenus pour mettre en scène la violence. Et là, je suis totalement d'accord avec toi sur l'idée d'une suresthétisation pour finalement un simple meurtre qui n'est même pas un meurtre si important dans le film. Là, tout d'un coup, la mise en scène s'excite pour pas grand-chose. Donc, je suis d'accord avec ça. Après, c'est peut-être ce qui fait son cinéma, c'est cette espèce de lourdeur incontrôlée ou justement d'instabilité quant à les efforts esthétiques qui amènent après à des choses qui sont un peu inédites, finalement une trop grande esthétisation pour le peu de choses qui sont racontées à l'écran, une espèce de déséquilibre entre la portée qu'il veut, la chose qu'il veut raconter et les effets qui sont donnés. Alors, moi, je ne vois pas exactement où est le problème. Après, j'ai peut-être une meilleure sensation parce que je n'ai pas eu j'ai découvert son cinéma vraiment en picorant. Je n'ai pas fait comme toi, Jules, qui a eu pour le coup l'aubaine de voir dans la continuité du début à la fin ces œuvres-là. Moi, tout est éclaté, donc c'est peut-être dans cet éclatement que j'essaie de recomposer un portrait de ce réalisateur et que peut-être j'apprécie plus l'éclatement justement d'une mise en scène un peu schizophrène. Donc après, par rapport à la suggestion même d'avoir un dialogue sur Andrew Dominik, c'est juste par pure opportunité d'avoir Blonde au passage et de pouvoir discuter un peu plus généralement de ce cinéaste, là où d'autres personnes l'ont carrément découvert avec Blonde et n'avaient pas vu d'autres films avant. Donc ce n'était pas ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas me faire porter le chapeau, que moi j'adore Andrew Dominik et qu'il fallait que je le défende absolument et tout ça. Non, pour moi je me disais, tiens, personne... en tout cas, en France, je n'ai pas eu de débat ou de gens qui se sont posés autour de cinéastes et qui ont dit, son cinéma c'est quoi ? Si c'est quelque chose. Je n'ai pas entendu ça en France, donc je me suis dit, tiens, ce serait intéressant juste avec les quelques films qu'il a fait, d'essayer de voir quelle chose on peut retirer de ça, quoi. Il ne s'agissait pas pour moi de partir en croisade, c'est le meilleur, Blonde, allez le voir. Il faut que quelque chose sorte de cette émission. Oui, mais là, tu me prêtes des intentions que je n'ai jamais eues.
Alors, Bah, ça serait voilà quoi? que ça, c'est encore, Bah, alors, ça, c'est une autre affaire. alors, Moi, ce j'ai serait jamais quoi le. prétendu que ça allait être formidable comme cinéaste, tout ça. Je me suis dit, là, il y a peut-être une opportunité d'avoir un dialogue plus global sur les réalisateurs, là où justement en France, ah bah Blonde et c'est tout, quoi. Mais ce serait quoi alors ce cinéma? C'est quoi ce cinéma? Moi, je n'arrive pas, franchement, je vous le dis avec beaucoup de. Je n'arrive pas, je sais pas. Je sais pas c'est quoi ce cinéma. Je n'arrive pas à lui trouver un mot. C'est facile de dire c'est un cinéma qui déconstruit le mythe, tout ça. Bon, ça, on l'a dit des milliards de fois et à un moment, parfois, il y en a qui le disent parce qu'ils savent pas trop quoi dire, donc ils te balancent ça. Mais c'est quoi le cinéma d'Andrew Dominique? C'est quoi? Je ne sais pas, moi, en fait. J'ai beaucoup de mal Mais avec. c'est alors intéressant d'utiliser comment dire cette séquence de Kogan pour venir en parler, je trouve. Cette séquence très très léchée où comment dire il y aurait une suresthétisation. Par rapport au reste du film, c'est particulièrement probant, quoi. Parce que dans ces films, je trouve que ça revient continuellement. Et surtout au début de sa filmographie, ça se voit énormément qu'il y a des élans qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on a des types de plans qui reviennent de film en film. Je pense par exemple à Chopper et Jesse James. On a ces time-lapse. Ça revient de sa filmographie d'ailleurs, mais on a ces time-lapse du ciel dès le générique d'ouverture dans les deux films. Et pendant tous ces films, on va avoir ce que dès le début de son cinéma, j'avais identifié comme des images fantômes et qui va être plus ou moins théorisé dialectiquement, textuellement par Nick Cave dans One More Time with Feeling. Je sais pas si ça définit son cinéma, mais en tout cas, c'est peut-être une porte d'entrée qui peut amener à une discussion. Dans ce film-là, Nick Cave dit à propos de l'image fantôme, où il parle de sa femme. Il dit: je n'arrive jamais à la capturer, à définir ce qu'elle est. Une image fantôme alors secret, fugace, capturée par la rétine, comme réifiée. Mais lorsqu'elle revient, c'est comme si elle avait communié avec les morts, insaisissable, mais qui laisse une trace. Voilà, et dès le début, j'avais ces images, comment dire, où on avait cette sensation qu'il y avait un instant qui était capturé, qu'on arrivait à définir quelque chose, l'identité d'un personnage, la profondeur d'un événement, mais qu'à chaque fois qu'on essayait de l'avoir, eh bien, ça partait tout de suite. C'est parce que là, je pense qu'il faut parler vraiment des origines avant de rentrer dans les films ultérieurs. Chopper, son premier film, utilise vraiment cette idée dès le début. Et à la première scène très, très violente du film, parce que ça décrit le psychopathe le plus célèbre d'Australie, on a un plan avec un ralenti exacerbé sur le crâne de la première victime de Chopper, interprétée par Eric Bana, qui se focalise sur son crâne et sur sa calvitie, qui est recouverte par du cirage de chaussures. Et donc l'idée, c'est que ce cirage donne l'illusion d'être des cheveux pour le personnage. Et c'est comme si en ça, pour moi, on peut déjà, bon, évidemment, ça en dit beaucoup beaucoup et peu en même temps. C'est ça le paradoxe, peut-être son cinéma qui se caractérise par le paradoxe c'est le paradoxe du personnage. Mais ça peut représenter aussi l'objectif du film, qui à la fois capte cette idée de mensonge et en même temps d'illusion insaisissable. Mais en effet, c'est un cinéaste qui est très dur à aborder, je trouve, parce que tu l'as assez bien dit, Samir. C'est quelqu'un dont les intentions sont très visibles dès le début de ses longs métrages. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher des intentions. Pendant le film, on n'est pas en train d'entrer dans une narration et de se laisser aller et de découvrir parfois à la fin, parfois pendant. Voilà, enfin,
généralement, on peut voir une pensée se construire tout au long d'un film, pour le spectateur, je parle. Là, c'est directement, c'est comme si on part d'une question et que cette question, on essayait de la résoudre pendant tout le film. Et de se dire, ben, on va rentrer petit à petit dans le mythe et on va découvrir l'humain. Et c'est en ça que son cinéma se retrouve assez difficile à analyser parce qu'en même temps, il y a ces questionnements extrêmement théoriques sur les mythes, les célébrités et l'image de l'Amérique. Mais en même temps, il n'est pas, lui, dans une approche théorique. C'est-à-dire que, typiquement, avec Valérian en off, on parlait, et tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais de cette esthétique que tu qualifiais de punk, où il va faire revenir des éléments purement cinématographiques de l'ordre du langage, mais sans, comment dire, créer un sens prédéfini ou comment dire, un ordre qui va leur donner du sens. C'est par exemple dans Blonde, ces changements de ratio ou ces passages du noir et blanc à la couleur et vice-versa. C'est-à-dire que pendant le film, si on essaierait de faire une analyse, enfin en tout cas c'est plutôt une dissection mathématique, enfin ou scientifique je dirais, on n'arriverait pas à une conclusion. On se dirait pas, ben, il passe au noir et blanc pour montrer le fantasme et la couleur pour montrer la réalité. Enfin, on n'arriverait pas à une conclusion comme ça. C'est que c'est en même temps un cinéaste qui cherche à montrer plus l'émotion d'un moment, plus que de chercher à faire comprendre à travers un système de synthèse le récit qu'il essaye de raconter. Et c'est pour ça que c'est pas un cinéaste, je serais pas aussi radical que toi, Samir. Moi, c'est quand même un cinéaste qui me parle en partie, et notamment sur Kogan, parce que justement, je trouve que ce genre d'approche, comment dire, à la fois qui rentre et en même temps qui ne se permet pas de dire qu'un personnage est comme ci ou comme ça et qu'il fait ces choses pour ceci ou pour cela. Et que typiquement cette séquence de Kogan avec ce ralenti, avec ces ralentis exacerbés et cette caméra fantôme, ouais, utilisant. Je pense littéralement le ralenti a été fait très probablement avec des caméras nommées, ce qu'on appelle les caméras en termes techniques, des caméras fantômes, je pense, certains de ces plans, littéralement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a autant une esthétique de la gratuité que, comment dire, c'est très dur, hein. C'est que une, comment dire, un écrasement, je le dirais comme ça. C'est-à-dire que, typiquement dans le cas de Kogan, c'est pour ça que je trouve que le film fonctionne quand même. C'est-à-dire qu'il y a un jeu avec les archétypes du film de gangster et que c'est tellement acculé et que c'est tellement détourné qu'à la fin, il n'y a plus rien. Et ces bandits ne sont plus rien. Ils ont été réifiés, justement. Ils ont été consommés par le capitalisme que le film, on va dire, décrit et critique de manière très, très directe et frontale, sans recherche de subtilité. Et dans cette séquence, on voit comment dire, une sorte de désincarnation cinématographique qui, je trouve, représente bien ce que le film cherche à montrer, c'est-à-dire un espace complètement mort. Dès le début du film, on voit la banlieue dans laquelle les personnages vivent, dans le cadre de vie dans lequel ils sont, par essence. Est un cadre dans lequel on ne peut vivre parce que abandonné par la vie, parce que abandonné par les puissants.
Si je devais, moi, lui donner peut-être quelque chose, enfin, s'il y avait une chose que que je vois chez lui et qui, pour le coup, peut-être est intéressant, mais et en même temps, il finit par gâcher ça, toujours, constamment, c'est que il a un rapport très fort avec le spectateur. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait partie de ces cinéastes qui s'adresse, comment dire, prend en considération pleinement l'existence du spectateur. Et, et dans Blond, ça, c'est l'apothéose avec cette fameuse. C'est là, pour le coup, je me suis posé la question. Ces fameuses séquences où il filme de l'intérieur du vagin, je me dis, mais le point de vue, il est où? C'est quoi? On filme de quoi? On filme pour qui? On filme avec qui? C'est quoi exactement? En fait, c'est là, pour le coup, c'est nous qui il nous interpelle, mais il nous interpelle constamment. Là, et là-dedans, on est, dans Kogan, c'est la télévision, c'est par le biais de la télévision qui est souvent, l'écran de télévision qui est souvent là. Dans Chopper, c'est cette manière comme ça de filmer la violence avec une fausse distanciation. C'est ce qui crée chez nous un gêne terrible. Encore une fois de plus, il interpelle le spectateur. Et par rapport à Brad Pitt, pardon, par rapport au western, il y a aussi le fait que d'installer un personnage comme Brad Pitt, qui n'est pas Jesse James, qui est Brad Pitt, donc un corps qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de manière de mettre en film, de faire un film dans ce genre de registre, dans cette manière aussi d'esthétiser, dans cette lenteur. Je me souviens très bien de ce qui avait été dit à la sortie de ce film. On parlait souvent d'un western assez hypnotique, original, incroyable. On a rarement vu ça dans l'idée même du western, tout ça. Moi, je pense que Dominique, il n'est pas dans l'idée de provocation totale avec le spectateur, mais quand même, il a une manière comme ça de nous interpeller. Et parfois, alors ça, je vais le dire avec beaucoup d'élitisme, hein. Et parfois, il oublie de raconter son film. Parfois, il oublie son film. Et parce qu'il oublie parfois son film, qu'il est toujours avec nous, avec spectatrices et spectateurs, c'est que il en devient maladroit parce qu'il est toujours obligé qu'il finit par surdramatiser, par suresthétiser, par être toujours dans le sur, et finit par être sûr de lui, sans mauvais jeu de mots. Et ça, c'est terrible. Blonde, il y avait des choses à faire, je pense, et j'imagine extraordinaires, et j'en suis persuadé, parce qu'on les voit. On voit, il y a des moments où c'est prodigieux. Et je ne parle pas que... c'est un très bon directeur d'acteur, ça, il n'y a rien à dire. Alors, on va dire, oui, mais parce qu'on dit souvent, Anna de Armas est très forte, Brad Pitt. Oui, mais s'ils sont très bons, c'est parce qu'ils sont vachement bien regardés aussi. C'est parce qu'il y a un véritable travail avec l'auteur. Donc, de ce point de vue. Mais dans Blonde, il y avait des moments comme ça où tu sentais que... le sujet est tellement fort, il est tellement violent aussi, qu'il y a des moments, il se rabaisse constamment à faire des choses, à mettre en scène de manière assez bizarre, à faire des collages ou des connexions, et ça crée du symbolisme assez outrancier, à nous parsemer constamment pendant tout le film le fameux rapport au père, au visage du père, que ça en devient même un moment trop, que le film finit par être non pas... le film finit par être une espèce d'œuvre un peu théorique dans laquelle tout doit être surexpliqué. Et j'ai l'impression, et c'est ça, et c'est là où je parle du rapport au spectateur. Je pense qu'il devrait nous laisser de temps en temps une espèce de respiration. Et je crois que le documentaire, il y a de cela dans le documentaire. Et quand je parle, voilà, c'est ça en gros. Sans vous écoutant, en fait, j'ai pas l'impression de respirer en voyant ces films. J'ai l'impression qu'il me stresse, tu vois. Et moi, j'ai besoin d'être un peu, qu'on me laisse tranquille. Et j'ai pas cette, et en fait, j'ai l'impression d'être comme Marilyn Monroe dans Blonde. Je suis entouré de salopards et je dis souvent, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Moi, je suis le spectateur, laissez-moi tranquille. C'est ça. Et tu vois, le fait d'en parler, je trouve que c'est génial. Et pour le coup, là, le Andrew Dominique, je l'adore parce qu'il me fait dire des choses. C'est voilà, c'est une sensation très forte et en même temps très bizarre avec en tout cas ce cinéma-là. Même si pour moi, il n'est pas grand-chose, mais rapport au spectateur, c'est bien ce que tu dis, Samir, parce que je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai beaucoup aimé Blonde, c'est qu'on nous lâche pas, qu'il y a un cumul. J'entendais pas mal de gens qui disaient que c'était un film sur une seule note.
et qui se déclinait dans différentes situations. Mais je pense que chez moi, c'est le cumul de cette note répétée. Tu avais dit, je crois que c'était chez Megamax, que il y a des choses qui se répètent d'une scène à une autre alors qu'on n'en a peut-être pas forcément besoin, qu'on a compris l'idée. Je pense que pour moi, l'efficacité, c'est le cumul de tout et la saturation du même message ou des mêmes sensations, des mêmes émotions qui fait que justement on est lessivé, on est épuisé à la fin du film comme Marilyn. Et ce genre comment dire, tu étais sur le point presque de dire que tu étais un peu malmené. Je pense que ça, j'y suis particulièrement sensible, le fait qu'il n'y ait pas... on ne cherche pas à faire dans une sorte de nuance, de différentes multitudes de notes. Non, on est sur une seule et on va la pousser et pousser le spectateur avec. Et ça, c'est vrai que pour ma part, je suis assez réceptif. Je suis assez réceptif à ça. Je pense à d'autres films qui sont aussi des films qui sont des calvaires à suivre, mais c'est des bons calvaires. Mais moi, je fonctionne assez au cumul d'une même note en sensation et en émotion. Et à la fin de Blonde, en fait, ça n'avait pas loupé. Hein. Quand le générique avait commencé, c'est-à-dire quand la dernière note avait été posée et que le générique commençait, là, tout s'est rebalancé d'un seul coup. Tout le film est revenu dans la gueule d'un seul coup. Tu sais, un petit peu comme à la fin de Il était une fois en Amérique, quand on a De Niro qui doit choisir d'utiliser l'arme ou non, et on a tout le passé du personnage qui revient avec les flashbacks et tout ça. Le film m'a fait un petit peu cette impression, vraiment, quand on a la dernière image sur cette jambe là sur le lit et que on a le générique. Là, tout est revenu, et c'est le cumul en fait qui a fait que moi j'ai une drôle de sensation et une drôle d'émotion à la fin du film. Et pour ça, tu vois, non seulement je pense je le comprends, mais je le ressens, je pense, dans le sens que le souhaitait Andrew Dominic. Enfin, pour moi, ça n'avait pas été un problématique. Mais après, ce cumul, s'il est là, il ne m'est pas apparu clairement dans ses films précédents. Après, ce qu'on pourrait rapproché dans tous ces films précédents, c'est ce que tu avais dit, Jules, c'est que tu disais que l'intention était visible dès le départ. C'est que dès le départ, dans la quasi-totalité de ces films, on a un personnage qui est cloisonné et comment dire, sous épée de Damoclès. Je pense à Chopper qui est assez clair là-dessus, c'est qu'on commence et on termine par la même scène. C'est-à-dire qu'au départ du film et à la fin du film, il n'a absolument pas fait de chemin. Il est revenu à la case départ. Et finalement, Jesse James, c'est pire, c'est même avant que le film commence, on a déjà ce qui souvent est mis en scène et travaillé dans une narration, tout ça, c'est la résolution, c'est qu'il meurt. Et on nous le dit d'emblée, dans le titre même. On porte vraiment, la fatalité porte sur les personnages, et c'est vrai que je pense ça donne un effet étouffant, et on a l'impression de pas voir grand-chose, parce qu'on a déjà ce pourquoi souvent on attend une fiction, c'est une résolution. Or, la résolution est déjà dès le départ. Et donc, on se demande pourquoi on est là. Et c'est aussi un petit peu comme ça dans Kogan. Hein. On a l'impression de... on suit pas. On suit celui qui va être l'épée de Damoclès au final dans Kogan. C'est peut-être la petite nuance par rapport aux autres qui subissent. Dans Kogan, dans Kogan, on est beaucoup plus avec le tueur que c'est le cas dans Jesse James. On commence pas avec lui, après il arrive qu'au bout d'une demi-heure. Oui, c'est vrai. Après qu'il y a toute la problématique qui se met en route avec. Il est très bizarrement, par rapport aux autres, il est très bizarrement découpé et rythmé, Kogan. Je trouve en effet que Brad Pitt arrive vraiment pas d'emblée. C'est vrai, tu fais bien de me le rappeler. Je me souviens plus trop de. Je crois que d'ailleurs en off, je t'avais redemandé de me reparler de l'introduction, parce que tu vois, je m'en étais déjà plus. Je l'avais déjà oublié, tu vois. Mais
je pense qu'il y a aussi cette fatalité qui cerne les personnages et qui cloisonne le récit, qui le verrouille, qui nous est donné d'emblée, qui fait que des fois on se demande donc pourquoi on devrait regarder la suite, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr qu'au début du film, il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire que justement, Kogan, ça commence par, en gros, un pseudo-espoir qui est déconstruit par un montage idéologique où on entend un discours pour la seconde élection présidentielle d'Obama. Et ce discours est coupé et tronqué par le titre du film, enfin le sous-titre qui est Killing Them Softly, qui est encore un titre qui joue sur l'imagerie américaine, puisque c'est, si je dis pas de bêtises, le titre d'une chanson et les paroles d'une chanson d'Elvis Presley. Et alors qu'on voit... Il n'y a pas aussi Roberta Flack qui l'a chanté cette chanson? Peut-être. Je t'avoue que je ne sais pas. Et il s'avère que justement, on est dans une figure du tunnel. La première séquence du film, c'est vraiment, on est dans un noir et puis au centre, il y a de la lumière et puis on avance vers cette lumière. Donc autant ça peut être une image de la mort, qu'on identifie souvent comme ça, autant ça peut être aussi une manière de dire la lumière est au bout du chemin et on peut s'en sortir. Mais quand on sort dehors, eh bien, on voit cette banlieue complètement vidée, désincarnée, dévitalisée. Où des morceaux de journaux flottent dans l'air. Et ça, c'est aussi important dans son cinéma. Je trouve qu'il y a quand même... c'est évidemment dans cette idée du cinéma américain qui travaille beaucoup avec la médiatisation. Et donc lui évidemment, et cette idée du journal, elle vient pour moi de L'homme qui tua Liberty Valance avec comment s'appelle le journal, le Shibon Star. Ah oula, non, là je pourrais pas aller, non, j'y arriverai pas là sur ce coup-là. Et qui, voilà, on connaît l'histoire de L'homme qui tua Liberty Valance, on l'a répété plusieurs fois, mais en gros, une histoire qu'un journaliste va recueillir et qu'à la fin, il va mettre à la poubelle en disant que la réalité, si la légende est plus belle que la réalité, alors imprimons la légende. Et il y a toujours chez Dominique une déconstruction de cela, de cette phrase peut-être. Et donc le journal prend une autre forme selon les époques. C'est aussi, comme tu le disais Samir, le journal télévisé dans Kogan. Ça me fait penser à cette scène, on en avait parlé, Jules, dans Jesse James, quand tu as Brad Pitt qui arrive chez un de ses copains, et c'est dans un encadreur de fenêtre, on a littéralement l'encadrement de la légende, et la légende qui devient un fantôme, puisqu'on a des fondus sur son parcours. Donc l'image de la légende devient fantôme dès que Andrew Dominic est en train de la filmer. Oui, absolument. Tu parlais de cinéaste. Pardon, vas-y. Je t'en prie. Non, pour moi, c'est une question plutôt générale. Donc, là, mais toi, tu t'intéresses sur... Attends, alors maintenant, ça m'a coupé dans mon élan. Parce que je note à côté les choses que le dialogue m'évoque. Alors, on rend fantôme la légende, et je voulais faire le lien avec un autre de ces films, mais je ne sais plus quoi. Ça me reviendra sûrement. Moi, la question était un peu simple, elle était très simple. C'est qu'au début de l'émission, Jules, tu parlais d'un groupe de cinéastes comme ça. J'aimerais bien t'entendre. Est-ce que tu as des noms? Tu disais Gordon Green, mais est-ce qu'il y a d'autres cinéastes à qui tu pensais, peut-être? Ah oui, je pense. En fait, il y en a plein. C'est-à-dire que pour moi, c'est la majorité du cinéma américain. C'est-à-dire que, en fait, c'est général sur l'histoire du cinéma et sur l'histoire de l'art aussi. C'est-à-dire qu'au début, on est face à une phase archaïque. L'art se construit, on développe un langage. Ce langage est trouvé, on le perfectionne dans un âge classique.
Après, on en a marre parce que on a raconté les mêmes histoires et qu'on ne se questionne pas sur la manière dont on les crée, donc on devient moderne. Donc on prend les codes, on les explose. La nouvelle vague, nouvelle Hollywood, tout ça. Et puis, on en arrive au moment où cette déconstruction, cette contre-culture est rattrapée par la culture. L'exception est réifiée et avalée. En tout cas, dans notre culture, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on devient postmoderne. Et donc, on travaille le passé, les images du passé, pour ce qui est du cinéma, et les sons du passé aussi, il ne faut pas les oublier. Et on pioche dedans, on en ressort des fragments. Et ces fragments, ils perdent de leur essence parce qu'ils sont défaits de leur matériau d'origine. Et on joue avec eux. Et on fait appel, c'est un cinéma de référence. Moi, directement, je pense beaucoup à des films comme Scream, par exemple, de Wes Craven, qui joue énormément sur les codes. Et c'est un cinéma, du coup, qui joue sur la connaissance du spectateur de l'histoire du cinéma, de l'histoire des genres que convoquent les films. Et là, ici, avec Scream, le film d'horreur et plus particulièrement le slasher. Et c'est avec ces références-là qu'on crée un nouveau dialogue. Donc on se nourrit du passé et on essaie de créer une nouvelle narration. Sauf que quand on le fait pendant un certain temps, au début, ça peut être ludique. Au début, on peut y apporter un nouveau sens et on retrouve des cinéastes dans le cinéma américain qui arrivent très bien à le faire. On pense à Tarantino, par exemple, qui a quand même voué son cinéma juste à ça, jusqu'à l'exploitation du passé, mais qui s'est développé jusqu'à Il était une fois à Hollywood, qui va jusqu'à fantasmer l'histoire et qui développe donc une nouvelle dialectique. Et là ça prend, ça transforme un peu ce que je disais par rapport à Scream, par exemple. Mais on en arrive dans les années 2010 à Hollywood, mais ça continue encore aujourd'hui, mais je pense que c'est en train de s'essouffler, je l'espère. On en arrive à des films qui se revisitent, notamment ce sont des franchises dans lesquelles on fait des suites et qui retravaillent l'image de ce qui a fait leur gloire passée et qui cultivent une certaine nostalgie. Voilà. Dans le c'est ce qu'on reproche un peu au cinéma américain contemporain, c'est que dans son ensemble, il ne raconte plus d'histoire originale. C'est ça, exactement. Et je pense pas que ça a à voir avec une intrigue. Ça a juste à voir avec le fait que on puisse parler du réel. En fait, et du réel, j'entends pas spécialement, parce que quand on parle par exemple de science-fiction ou de fantasy, voilà, ça à remettre en perspective ce que je dis, mais c'est plutôt de parler d'émotions réelles. C'est-à-dire que on n'essaie pas de challenger le spectateur, de le confronter à des émotions, mais à des nouvelles émotions, fait d'une nouvelle manière, avec de nouvelles idées, une personnalité. Surtout ça, quand on va voir un film, on essaie de voir de la personnalité. En tout cas, c'est ce que je crois qu'on recherche tous les trois ici. Et on se retrouve devant des films qui cultivent des anciennes émotions. C'est-à-dire que on se retrouve devant des images que l'on connaît, parce que ce sont des images qui font référence à d'autres images. Et donc, on a l'émotion passée que l'on essaye de faire revivre, que l'on essaye de faire ressurgir. Alors, il y a de bons cinéastes comme Wes Craven, qui est vraiment loin d'être un mauvais cinéaste, qui essaie de créer de nouvelles émotions, mais qui a pu le faire, en tout cas au début des années 90 ou au milieu des années 90. Mais aujourd'hui, ça se retrouve un petit peu désuet. Et notamment quand on retrouve des films comme je sais pas, Jesse James, par exemple, et qu'on connaît l'histoire du western, ce côté un petit peu révisionniste peut paraître désuet. C'est-à-dire que quand on a vu des films comme Little Big Man, quand on a vu des films comme Le Soldat Bleu, quand on a vu les derniers films de Ford, etc.,
Évidemment que Dominique apporte des choses, hein, ce serait de mauvaise foi de dire le contraire, mais on a l'impression d'un déjà vu. Et je trouve que c'est un peu symptomatique de tout un pan du cinéma américain. C'est de la réactivation, quoi. C'est ça. Alors on a évoqué, voilà, ce que tu as évoqué, Jules, ça se destinait à des réalisateurs américains. Alors, moi, malheureusement, je ne connais pas ce cinéma-là, donc, mais bon, force est de constater que c'est le cas. Andrew Dominic est australien, donc peut-être, et il a aussi étudié, il n'est pas allé dans une fac américaine ou dans une école américaine, il a été à Melbourne. Donc, est-ce que justement, il y a peut-être un décalage que lui, il peut se permettre ou d'opérer en tant qu'Australien sur des figures américaines? Mais c'est là où moi, ma réflexion s'arrête là, parce que je ne connais pas assez ce qui vraiment diffère une façon de penser australienne et une façon de penser américaine vis-à-vis d'icônes qu'on partage tous dans le monde. Donc, mais je pense qu'il doit y avoir une distinction qui le met à part d'autres personnes vis-à-vis de là d'où il vient. Baz Luhrmann, il pourrait faire une connexion, il paraît, une espèce de parenthèse avec. On évoquait Elvis avec Jules la dernière fois. Ouais. En fait, j'évoquais avec Jules l'idée de contournement, ce que fait aussi Andrew Dominic en utilisant le Robert Ford pour parler de Jesse James. Baz Luhrmann utilise le colonel pour parler d'Elvis Presley. Il y a justement une non-envie d'attaquer frontalement un sujet ou un personnage, et on va le travailler par le biais d'une autre subjectivité, par Robert Ford qui idolâtre et finit par détester Jesse James, et le colonel qui peu à peu se rend compte de la portée du pouvoir d'Elvis et va en profiter, et ça nous est souvent donné en voix off, la parole de Tom Hanks, une envie de sucer, de drainer toute l'énergie d'Elvis pour continuer à, selon lui, faire profiter le commun des mortels d'une apparition quasi divine du chanteur. Ce que tu dis en tout cas sur comment dire, cette distanciation, je trouve, par rapport au fait qu'il soit australien, je trouve que c'est hyper pertinent, et en effet, en même temps, ça peut lui offrir une distanciation, et en même temps, historiquement aussi, il y a quelque chose, il y a un véritable lien entre l'Australie et les États-Unis, et je mettrais même un autre pays dans la même case, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que ce sont des colonies britanniques aussi. Et donc, elles se sont forgées aussi de cette manière-là. Et que ça me fait penser, en fait, quand je dis ça, je pense à un autre film, je pense à Hutu de Geoff Murphy, qui n'est pas un réalisateur extrêmement célèbre, qui a fait brièvement carrière aux États-Unis, mais qui est peut-être connu sans le savoir des spectateurs pour être le réalisateur de seconde équipe de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et dans ce film-là, justement, il nous montre en quoi les Amérindiens et les Maoris ont vécu la même chose, et comment donc le monde, le monde s'est, fait avaler, en tout cas, dire, les traditions se sont fait avaler, et qu'il y a eu une sorte d'uniformisation globale. Donc c'est à la fois très double comme ce cinéaste. En même temps, je trouve que c'est pertinent d'aborder ce côté distancié, parce que évidemment quand même que l'Australie et les États-Unis ne sont pas le même pays et qui n'ont pas la même histoire, et que donc les gens qui vivent en Australie aujourd'hui ne pensent pas précisément de la même manière, et donc ont cette distance-là. En même temps, ce sont des pays qui ont une histoire assez similaire, et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à regarder Hutu, parce que c'est un film qui montre aussi cette question du mythe
de la construction d'un pays qui s'est fait manger de l'extérieur puis par l'intérieur. Et donc, les histoires se regroupent aussi. Voilà, enfin, Hutu, c'est un film néo-zélandais, mais comme je le disais, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont en grande partie des colonies britanniques. Mais les États-Unis, c'est un peu plus compliqué que ça aussi. Pour moi, tu vois, c'est pas facile de déterminer des paramètres qui feraient la distinction entre un réalisateur australien et un réalisateur américain sur un sujet similaire. Enfin, il faudrait vraiment faire une étude de cas approfondie sur des sujets et voir vraiment la différence pour sentir la façon dont un Américain imagine voilà, le mythe et comment un Australien qui n'est pas directement... Enfin, pour moi, c'est comme dire, ouais, bon, les Belges et les Français, ce sont les mêmes. Oui. Bon, tu vois, c'est pas parce qu'ils parlent la même langue que forcément il y a la même énergie et tout ça. Enfin, et en même temps, tu vois, je n'ai pas assez les connaissances pour vraiment saisir pleinement cette idée-là. C'est bien pour ça que je mets en avant un paradoxe. Ouais, enfin, une dualité. Pour moi, c'est carrément mes limites en tant que connaisseur et quelqu'un qui veut se questionner sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des Australiens vont se réapproprier une histoire américaine. Alors qu'à la base, ça a toujours été l'Amérique. C'est toujours les Américains qui se sont appropriés les histoires des autres. Oui. Et là, et ça, je trouve ça que cette année, en tout cas, ça en fait pas un mouvement non plus, hein. Mais cette année, tu as Elvis. On est dedans, je veux dire, on est dans l'Amérique là, on peut pas faire mieux. Et tu as Marine, et tu as souvent, je me souviens, moi quand j'étais adolescent, il y avait parfois des images comme ça où on voyait dessiner Elvis et Marilyn ensemble qui représentaient une certaine Amérique. Et en fait, c'est vu par deux Australiens qui ont déjà travaillé dans l'histoire du cinéma américain, certes, mais je veux dire, c'est marrant. C'est marrant que maintenant. Je dirais même que les Australiens ont une fâcheuse tendance à faire ça, parce que maintenant, je pense à Peter Weir. Et à, si je me trompe pas, là c'est carrément un autre, c'est un Allemand, c'est Wolfgang Peterson, à reprendre d'autres histoires qui ne sont même pas issues de leur continent. Mais Peter Weir a, par exemple, dans The Truman Show, c'est une vision des shows américains avant. Alors en France, on a eu un vrai décalage d'une dizaine d'années quand le Love Story arrive sur nos télévisions, mais en Amérique, c'était déjà assez ancré. Et Peter Weir fait un film pareil, alors que je ne pense pas que ce soit directement visé dans son pays même. Il sera après en prix alors, je ne saurais plus de dire le nom du show, dont c'est particulièrement... Oui. Mais c'est des shows américains, enfin, jamais entendu parler en France, même là... Mais la télé-réalité américaine a commencé 10 ans avant qu'elle apparaisse en France. Mais je pensais que la télé-réalité, c'était je pensais que le Love Story, c'était un concept scandinave qui avait été racheté. Endemol avait racheté cette... Alors, que ce soit un concept scandinave ou tout ça, ça n'empêche pas que les Américains avaient commencé bien avant. Ils avaient commencé bien avant oui, je crois bien, oui. C'était des trucs vis-à-vis de la police, il me semble. Alors, je peux me tromper. Dans la police. Ah oui, au secours, mais eux, ils aiment bien les trucs. Mais non, c'est sensation, tu vois. C'est E Street Blues. Mais tu confonds, c'est E Street Blues. C'était la fiction. C'est amusant de voir qu'il y en a plusieurs. Je suis en train de voir, non, à la limite, Miller, lui, est vraiment dans une autre optique. Il n'est pas dans une réappropriation, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser au niveau de la réappropriation et de la déformation, au final, de mythes américains par des Australiens. Mais peut-être parce que les États-Unis c'est peut-être, à ma connaissance, le seul pays qui s'est constitué en icône, en image. Typiquement, c'est ce que je disais avec L'homme qui tua Liberty Valance, mais c'est un pays qui est jeune et c'est un pays qui s'est construit autour des images. Et ces images, elles se sont diffusées aux quatre coins du globe et elles ont été vues par des gens différents. Elles ont été fantasmées aussi par des populations différentes. Et donc, ces visions-là, elles ont voulu être, retravaillées à la sauce de chacun. Aussi. Il y a aussi de cette envie de recréer des images qu'on a vues, qui nous ont regardées
et de ce fantasme d'un monde d'images. Et c'est précisément ce que dit Andrew Dominic là dans une des dernières interviews. Il disait qu'il n'était pas intéressé par le réel, il était intéressé par les images. On en avait parlé, Jules, on parlait par image, la représentation, Oui. l'icône, tout ça. Et c'est peut-être en cela que toi, Samir, tu ne trouvais pas cette respiration du réel, peut-être que tu souhaitais entrevoir dans son cinéma? Non, en fait, je souhaitais pas voir quelque chose. Je souhaitais juste qu'il arrête de m'interpeller, moi, en tant que spectateur. Qu'il arrête de m'emmerder dans ma fonction de spectateur. Je lui demande pas de faire quelque chose qui, moi, me ferait du bien ou non. Ça non, mais j'ai l'impression, enfin j'ai cette sensation, et surtout dans Blonde d'ailleurs, cette sensation assez forte qu'il oublie de faire son cinéma et qu'il s'intéresse uniquement à comment le spectateur va prendre ça. Et parfois il y a des moments d'une telle maladresse que ça en devient pour moi complètement, ça finit par être extérieur à l'objet cinéma. Et il y a des moments où je me dis, tiens, c'est marrant qu'on puisse encore faire ça aujourd'hui. Et mais en même temps, je crois que ce soit au cœur, c'est au cœur du monde dans lequel on vit aussi, je trouve. Alors là, par contre, là, on ouvre un chapitre royal, je veux dire. Effectivement, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais oui, dans tous les cas de figure, le cinéma de 2022, normalement, est censé un peu nous donner quelques aperçus de ce qui se passe dans le monde, dans la manière de penser, dans la manière de, voilà, qu'on le veuille ou non, ce cinéma est aussi un miroir. Mais il y a des moments dans Blonde, surtout, il y a des grosses séquences comme ça où je me dis waouh, tiens, c'est marrant qu'on puisse encore faire ça. Et parce qu'en plus, ayant vu les précédents films d'Andrew Dominic, je ne voyais pas ça. Moi, je trouve que c'est un de ses plus mauvais films, Blonde, en l'occurrence. Peut-être que pour moi, Kogan est peut-être le meilleur. Mais Blonde, je trouve que c'est une forte régression, avec pour le coup une constante. Comme si ça lui échappait, comme si cet objet, parce que là, pour le coup, pour moi, c'est un objet, ça devient un objet, Marilyn Monroe. Lui, il échappe, et c'est extrêmement surligné, je sais pas, pour moi, c'est pas forcément un événement, je sais pas, j'en sais rien, mais très dubitatif, ouais. Face à Dominique, je suis très dubitatif, pour le coup. J'en sais rien. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle,